Pour nous, les Bushmen, il n'y a que deux choses importantes dans la vie, le feu et l'eau. L'eau. L'or bleu sous les sables. En Namibie, dans le désert du Kalahari, cette richesse naturelle est un trésor caché et seuls quelques initiés savent la découvrir. Au cours de nos voyages, nous avons exploré beaucoup d'océans. Cette fois, je vous propose une plongée fascinante dans le plus mystérieux d'entre eux. Un océan en devenir, au cœur de l'Afrique. À 2000 km de la Namibie et des Bushmen, le lac Malawi est le point de départ de l'expédition de Francis Le Guin. S'agit-il d'une mer ancienne ou d'un lac géant? Se pourrait-il que la faille du Grand Rift continue de s'écarter, permettant un jour à l'océan Indien de s'y engouffrer? Le nord-est de l'Afrique est parcouru par une immense fracture géologique qui façonne la vallée du Rift. Mais cette faille se prolonge plus au sud, du Tanganyika jusqu'au Malawi. Une nouvelle mer Rouge verra-t-elle le jour au cœur de l'Afrique australe? Dans l'eau verte, les plongeurs n'évoluent pas le long d'une simple falaise, mais bien sur la partie immergée de la faille du Grand Rift, large de 50 km et profonde de quelques milliers de mètres. Le lac Malawi est l'une des réserves d'eau douce parmi les plus anciennes du monde, alimentée par une rivière souterraine depuis presque 1 million d'années. J'ai l'impression de plonger dans un aquarium géant. Des milliers de papillons multicolores nous entourent. 600 espèces de cyclidés issus d'un seul ancêtre commun. Ces petits poissons qui font le bonheur des aquariophiles sont aussi le sujet d'étude du biologiste marin Kenneth McKay, le meilleur spécialiste mondial. Cette faune endémique est très diversifiée. Certains cyclidés possèdent des mâchoires protubérantes ou des dents adaptées à différents types d'alimentation. D'autres ont des formes fuselées, des couleurs et des dessins rares en eau douce. Quelle couleur incroyable! C'est magnifique, non? Pourquoi est-ce que vous pêchez ces poissons? On pêche ces cyclidés pour les ramener au village et montrer aux enfants les splendides espèces que l'on trouve ici. Ah, c'est un but essentiellement pédagogique. Oui. Vous faites de nombreuses études sur eux. Oui. Pourquoi tant de couleurs dans une eau aussi trouble? C'est une question d'attraction sexuelle ou? Oui, c'est ça. Les femelles préfèrent les poissons les plus beaux et sexy, comme chez les oiseaux. Plus leurs couleurs sont éclatantes, plus ils ont de chances d'attirer les femelles. Ce sont les femelles qui décident. À Tchembe, comme dans les villages alentours, les cyclidés constituent la base de l'alimentation. Mais la surpêche de ces poissons pose problème,
car ils sont capables d'éliminer la cause d'une terrible maladie, la bilharziose. Les cichlidés se nourrissent de petits coquillages porteurs de ce parasite qui affaiblit les défenses immunitaires de l'homme. Pour préserver l'équilibre écologique et la santé publique, Ken encourage donc la reproduction et l'élevage des poissons dans des mares à l'écart du lac. Ils mangent beaucoup de poissons. Dans le lac Malawi, ils peuvent pêcher jusqu'à 70 tonnes de poissons par semaine. Et aujourd'hui, le bon côté des choses, c'est que dans ce lac, il n'y a pas de pollution pétrolière ni d'espèces qui ont été introduites, comme dans le lac Victoria. Ici, il n'y a que des espèces endémiques. Endémiques uniquement. Mais le problème, c'est que moins il y en a, plus ils en pêchent. C'est une question d'éducation. Les cichlidés pourraient disparaître un jour? Heureusement non. En adoptant de bons comportements, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne continuent pas à être une source d'alimentation importante et à exister. Bien sûr, quand la faille de la vallée du Rift s'écartera, ça va devenir un océan. Un jour donc l'espèce disparaîtra, mais heureusement ce n'est pas pour tout de suite. Mais si d'autres espèces sont introduites ou que la pollution augmente, alors là, ça pourrait être dramatique. En fait, on a constaté que le nombre diminue, mais pas au point de disparaître. Notre but donc, c'est de les faire revenir pour qu'ils mangent les parasites et éradiquent la maladie. C'est ce qu'on espère. Et les gens d'ici, ils écoutent? Ils sont au courant du problème? Ils vous font confiance ou pas du tout? Ben, il y a du pain sur la planche, mais nous avons une bonne équipe au Malawi. Toutes les personnes qui travaillent avec nous ici à Tchembe sont du village. C'est leur métier d'informer les gens. Donc il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Chaque soir, les hommes du village mettent à l'eau les pirogues. Jusqu'au cœur de la nuit, ils vont piéger de nombreux poissons, attirés par la seule lumière des lampes à pétrole, tels des papillons de nuit. Le lac Malawi est le troisième plus grand d'Afrique. Véritable mer intérieure de 600 km de long pour 87 km de large. Il continue de s'ouvrir à raison de 10 mm par an. Dans plusieurs millions d'années, il pourrait ne faire plus qu'un avec l'océan Indien. Francis a décidé d'embarquer sur le ferry qui relie les deux rives du lac. À bord de l'Ilala pour aller voir comment le rift se prolonge au sud du lac, je fais la connaissance de Mr. Break, un vieux sage qui me raconte la curieuse histoire du bateau fantôme. Il ressemblait à quoi? Il venait du fond. Il sortait de l'eau? Oui, c'est ça, il sortait de l'eau. Un gros bateau comme celui-ci, avec tellement de passagers à bord. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais j'ai demandé à mon père, qu'est-ce qu'il fait là? Et il m'a répondu, non, c'est un rêve, c'est pas la réalité. Il venait des profondeurs? Oui, des profondeurs. Mais pour aller où? On ne l'a jamais vu dans aucun port. Venu des profondeurs, mais n'accostant dans aucun port, ce bateau fantôme appartiendrait à l'esprit de l'eau. Il fait partie des mystères du lac Malawi. C'est l'un des sortilèges de l'Afrique éternelle. Dans ces eaux de jade, nous ne savons plus très bien si nous sommes dans l'eau douce ou déjà dans l'eau de mer. Par 30 mètres de profondeur, j'explore un peu ivre le bateau surgi de mes rêves. À moins que ce ne soit celui de la légende? Une épave, des poissons, le même bestiaire que l'océan. Aurions-nous voyagé dans le temps? Serais-je déjà au creux de la mer transafricaine?
Entre mythe et réalité, dans la douce ivresse des profondeurs, je frôle les coursives englouties. La timonerie et son équipage d'écailles. L'étrave noyée de brumes aquatiques. Le gouvernail figé de ce navire sans capitaine. Et j'imagine plus que je ne vois les poissons électriques et les silures, se livrant une guerre sans merci dans l'obscurité des tôles fantômes. Et les histoires de Mr. Break me reviennent. Cette rivière souterraine immense qui traverserait l'Afrique, mêlant les eaux du Tanganyika à celles du Malawi, du Zambèze et d'autres bien plus lointaines encore. La roche noire indique le sud. Mais Francis, qui étudie l'orientation des failles, remarque des angles droits dans ce rift en réduction. La faille se termine-t-elle vraiment au cœur de ce lac monumental? Jusqu'où mènent ces abysses qui engloutiront peut-être un jour les eaux en une chute gigantesque? C'est justement à l'ouest que le fleuve Zambèze, frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, présente un phénomène naturel extraordinaire, les chutes Victoria. Elles projettent les eaux du fleuve 170 mètres plus bas et semblent se perdre dans les entrailles d'une terre déchirée. Ici, le rift s'est séparé en deux branches, l'une qui continue au sud et l'autre qui vire à l'ouest, vers le Botswana et l'Okavango. C'est le seul fleuve au monde qui ne rejoigne pas la mer, formant un delta dont l'eau s'évapore en lisière du désert du Kalahari. Mais l'eau n'y disparaît pas seulement dans l'atmosphère. Francis pense que le rift se prolonge. Jusqu'où va cette eau? Il faut suivre le cours du fleuve, quelles que soient les difficultés. Mais il est impensable de naviguer dans les méandres du delta sans l'aide de Chris Brooks, l'un des meilleurs guides de l'Okavango. Incroyable ces papyrus. Ouais, c'est étonnant, hein? Il y a tellement d'eau. C'est vraiment incroyable de se dire que cette eau a parcouru tout ce chemin depuis l'Angola. Elle s'est frayé un passage jusqu'ici, à travers le delta de l'Okavango, pour terminer sa course dans le désert du Kalahari. Là, on est sur le bras principal. Le bras principal, oui, c'est ça. Comme les doigts d'une main. Et ensuite, toute cette eau disparaît. Ou comme les racines d'un arbre. Exactement, comme les racines d'un arbre. Et la plus grande partie de cette eau termine son cycle à nouveau dans l'air. Elle s'évapore. Et seulement 2% débouchent dans le delta de l'Okavango. Elle suit ensuite lentement son cours jusqu'au désert du Kalahari, où elle disparaît. Alors le fleuve ne voit jamais... Non, l'océan, il n'y arrive jamais. Une partie doit probablement continuer sous terre. Oui, je pense, oui. Il doit sûrement y avoir quelque chose sous terre. Personne ne sait vraiment et ne comprend les mécanismes hydrauliques. Mais ça continue sans aucun doute sous terre. Il se met à pleuvoir. Tu peux juste mettre quelque chose de ce côté? On va essayer au moins de faire une protection d'un côté. Ouais, je crois qu'on va se prendre l'orage. Hein. Le crocodile n'attaque pas les bateaux naturellement, mais l'hippopotame qui se promène à travers les papyrus, si. S'il se sent menacé, il peut retourner ce bateau sans problème. C'est arrêté, on attend pour voir si vous vous débloquez, sinon... Ce sont des chenilles, le truc gluant qui nous tombe sur la tête là, et des chenilles urticantes. C'est qui grince alors? Oui, moi j'ai un doigt comme une saucisse. Entre les chenilles et les petits insectes noirs, là, il y en a mais avec la pluie, on va avoir un autre écosystème là.
Les grenouilles. On va y arriver ce soir. Ouais, pas de doute. Sec ou mouillé, on va y arriver. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh oui, on va y arriver. Chris se veut rassurant, mais son optimisme se retrouve vite confronté à la réalité. L'escapade, qui devait ne durer que 6 heures, va en fait s'éterniser toute la nuit. Il faudra même bivouaquer sur une île à partager avec un troupeau d'éléphants sauvages et un léopard. L'équipe repart, mais la difficulté demeure, car les papyrus ont obstrué les canaux. Et les bateaux sont ralentis par le poids du matériel nécessaire à l'expédition. Même si on est sur la rivière principale, ça paraît très étroit. Mais en fait, la plus grande partie de l'eau s'écoule entre tous ces papyrus qui nous entourent en ce moment. Ces papyrus sont un lit végétal flottant et l'eau passe aussi en dessous. Ça explique en partie la clarté de l'eau, car elle est filtrée tout le long du chemin par le tapis vert de papyrus. Et puis de l'autre côté, on va retomber sur un énorme bras à ciel ouvert dans 1 kilomètre ou 2. On doit juste tracer notre chemin à travers cette petite section avant d'arriver dans la zone découverte. On y arrive bientôt. C'est les mêmes papyrus qui avaient aussi les... J'ai l'impression d'être dans le rouleau. Je les vois jamais arriver les baffes, moi, c'est un problème. Tu anticipes et en fait tu t'en prends à chaque fois. Ça fait partie du jeu, vous savez. C'est parce que c'est si difficile d'accéder à ces endroits qu'ils sont si perdus et sauvages, vierges de toute intervention de l'homme. J'aime les endroits qui se méritent. L'équipe parvient enfin à l'entrée de cet immense delta de l'Okavongo. C'est le territoire du crocodile du Nil. Une espèce redoutable qui évolue dans cet espace grand comme 12 fois la ville de New York. On en parlait, ça c'est un 3 mètres ça. 3 mètres. Ah ouais. Bon, bah nous voilà dans le vif du sujet. Tu vois ce que je te disais, ça peut être aussi bien n'importe où sous les papyrus. Là. Et gaffe aussi à ceux en surface. Hein. Laissez pas traîner une jambe, une main dans l'eau, quoi que ce soit. Mais l'équipe est bien décidée à se mettre à l'eau pour étudier cette partie du delta. En cas de morsure, quel que soit l'endroit et malgré la douleur, la seule chose à faire, c'est de ceinturer le crocodile avec les jambes, par exemple. Parce que ce qu'il va chercher à faire, c'est à tourner à toute vitesse pour désarticuler un membre. Pour vous entraîner au fond et noyer la proie. Alors que si tu t'accroches au corps du crocodile, tu tournes avec lui. Sachant que pendant ce temps-là, il ne faut pas perdre l'embout, etc. Et immédiatement, il faut enfoncer la main, le bras entier dans la gueule et ouvrir la cavité du fond. Et ça fait que le crocodile va se noyer. Et donc, il va immédiatement lâcher prise et s'enfuir. Alors, bon courage. Naturellement, bon, on va éviter ce genre de choses. Alors, les juvéniles sont jaunes et noirs assez brillants. Et les adultes sont gris verdâtre. Donc tu sais tout de suite à qui tu as affaire. Parce que si on est dans le brouillard, tu vois un morceau de queue, tu sais pas trop. Faites très attention en débarquant. Vince Shax est notre spécialiste des crocodiles. Ici, c'est l'endroit idéal. Il peut monter sur la berge par ici et s'enfuir de l'autre côté. Il est toujours près de l'eau. Au moindre bruit, il est sur ses gardes. Vous voyez, il est resté allongé ici et il change de position dans ce petit périmètre en fonction de l'exposition du soleil. Voilà la place d'un gros crocodile apparemment qui a 2 issues pour s'enfuir. Voilà la griffe de la bête. Combien est-ce qu'il peut mesurer? 3 mètres? Entre 2,50 m et 3 mètres. Où est-ce qu'ils déposent les œufs? Ils font des trous? Oui, ils creusent avec leurs pattes sur environ 30 cm à peu près, en fonction du type de sol. Et puis ils déposent les œufs et les recouvrent de sable en le tassant. J'imagine que c'est très dangereux de s'approcher pendant la période de nidification. Oui, c'est sûr. Ça dépend aussi de l'environnement. Par exemple, ici dans le delta, ils sont très méfiants vis-à-vis des hommes.
Donc, si on s'approche, ils ont tendance à s'enfuir plutôt qu'à protéger leurs œufs. Malheureusement. La période de nidification, ça va être notre principal problème. Là, on voit vraiment cette rivière énorme disparaître progressivement dans les sables. Là, sous nos pieds, il se passe quelque chose. Alors, où est-ce qu'on peut croiser des crocodiles ici? Près de cet arbre, non? Oui, tous les types d'accès comme ces 3 arbres là-bas. Tout ce qui leur permet de venir sur la terre ferme. Et puis toutes ces eaux paisibles, comme cette lagune. On n'ira pas là-bas. En fait, il faut juste s'assurer que la visibilité est bonne. Ils sont très opportunistes. On ne peut jamais savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont un comportement imprévisible. Bon, on va arrêter de se faire des plans et on va essayer d'aller voir à quoi ça ressemble. Si on en voit un au fond qui ne bouge pas, qui dort, est-ce qu'on peut l'approcher? Moi, ça dépend de la taille. Si c'est un petit peu en dessous de ma taille, je vais essayer. La visibilité sous l'eau n'excède pas 1 mètre. Afin d'éviter tout incident, seuls Francis et René, le caméraman, plongent en scaphandre, tandis que Rainer et Gérald surveillent les alentours pour tenter d'anticiper l'arrivée d'un crocodile. L'eau a la couleur du thé. Je vois à peine ma main tendue. C'est un décor de sable blond, ridé par le vent aquatique comme un désert sous l'eau. Je sais que les crocodiles sont là qui nous guettent. Mais dans cette eau opaque, nous n'en verrons pas un, ce qui augmente la sensation de danger. Qu'est-ce qu'il me tire? On devient parano. On va pas traîner là hein, parce que plus on séjourne, plus on prend de risques. Bon, eh bien. L'équipe continue à suivre le parcours de l'eau, s'enfonçant toujours plus loin dans le delta. Un labyrinthe où la très faible profondeur menace d'échouer les bateaux et laisse place à de grandes étendues sablonneuses. Comment l'eau disparaît-elle? Glisserait-elle sous les sables du désert? Tu vois le sable de l'Okavango, ça c'est le sable qui vient du Kalahari. Il est venu ici par le vent. C'est le vent qui l'a amené ici? Ouais. La silice pure, ça vient peut-être même d'Angola, ça. Ça n'a rien à voir avec le sable de mer, ça. Ah si, on va voir. Regardez. Oh, ça y est, tu en as trouvé un. C'est un petit, un tout petit. C'est un petit, il est encore jeune. Quel âge? C'est difficile à dire. Je dirais qu'il doit avoir au maximum 5 mois. C'est un animal très très ancien, le crocodile. Préhistorique, comme les dinosaures. Parfois, il ne mange rien pendant très longtemps. Oui, c'est vrai. S'il n'y a pas assez de ressources, ou en cas de sécheresse, et qu'il n'y a rien à manger, ils peuvent rester jusqu'à 1 an sans se nourrir. 1 an? Incroyable. C'est pour cela qu'ils sont toujours là, je suppose. C'est un animal très puissant. Très fort, même si les pattes en elles-mêmes sont assez faibles. Quand il nage, elles se placent juste comme ça, le long du corps. Mais toute la puissance vient de la queue. S'il chasse une proie à la surface, il peut sauter hors de l'eau à une vitesse de près de 70 km/h.
La queue est d'une force incroyable. Le crocodile tire toute sa force de là. Sans sa queue, il ne peut rien faire. Allez, on le remet à l'eau. Oui, avant qu'il ait trop chaud. Même petit, faut faire attention. Mais c'est pareil chez les humains, tu sais, lorsqu'on met notre nez sous l'eau, le cœur ralentit, immédiatement. Le delta de l'Okavango est un Éden pour la faune sauvage qui vient s'y abreuver à la saison sèche. Sous la surface vivent plus de 70 espèces de poissons et de crustacés. Dans ces eaux tanniques, dont la couleur est due à la décomposition acide des papyrus, les crabes d'eau douce côtoient des armées de poissons-chats. La migration des poissons-chats, un extraordinaire rassemblement qui n'existe qu'ici. C'est un fleuve vivant ininterrompu de milliers d'individus glissant entre les racines dans un bouillonnement d'écume. Le delta est sans cesse façonné par des architectes inattendus. Les hippopotames, qui ouvrent de nouvelles voies d'eau au travers des papyrus, et les termites, façonnant des îlots où les sédiments s'accumulent. C'est un monde de paix, de cuivre et d'or, où se mêlent l'eau et la terre teintée de crépuscule. C'est incroyable. C'est le plus grand delta africain à l'intérieur des terres. Mais toute cette eau allait auparavant jusqu'à l'océan Indien. Oui, Et maintenant, elle vient lentement mourir dans le désert du Kalahari. Il y a des millions d'années, une série de failles ont fait leur apparition dans la région en fissurant la croûte terrestre. Ça a stoppé le flux de l'Okavango qui s'écoulait vers l'océan Indien. Mais ce n'était pas juste une crevasse, il y en avait toute une série. Imaginez l'eau qui coulait et deux crevasses qui se forment d'un seul coup. Et comme elles étaient proches l'une de l'autre, le sol s'est affaissé. donc l'eau s'est retrouvée prise au piège. Tout à fait. Elle est tombée dans cette immense dépression. Au début, elle a formé un lac, le lac d'Okavango, et a rempli tout l'espace vacant. Mais petit à petit, les sédiments ont commencé à se développer et à s'accumuler. Et maintenant, on a cette étendue toute plate. Toute cette eau, enfin la plus grande partie, disons 98%, retourne dans l'atmosphère et forme ces nuages. Il y en a peut-être une partie qui va sous terre? Absolument. C'est très probable. Une partie s'écoule en dessous, sous nos pieds. C'est un système magique. Intact, parfait. Et le cycle continue comme ça. C'est magnifique et très paisible. Quelle sensation étrange dans cet endroit.
Pendant ce temps-là, Vince Shax et les membres de l'Okavango Crocodile Project étudient la population de crocodiles du Nil. Depuis 2002, de nombreuses captures ont permis d'en apprendre plus sur le comportement de ces reptiles. Mais ces études ont aussi permis de mieux comprendre le rôle qu'ils jouent dans l'écosystème du delta, et notamment leurs interactions avec les populations locales. Il faut éviter d'attraper de crocodiles plus grands que 3,20 m, sinon ils peuvent faire des trous dans le bateau. Audrey de Boeuf-Toulade est une zoologue française installée au Botswana. Elle étudie les cycles de reproduction et les dimorphismes sexuels des crocodiles, c'est-à-dire ce qui distingue les mâles des femelles. Donc il prend un échantillon d'urine, pour ça on utilise un cathéter qui l'insère au niveau de la vessie. Donc il regarde à l'intérieur du cloaca pour le clitoropénis. Ah, c'est mâle. Et c'est un mâle. Ok, on va prendre la température du corps maintenant. Ok, 26.5. Body temperature. Needle in. She did. She just got like a whole spinning section. Is 86.4. Ce crocodile mesure 1,67 m. Ok, 1, 2, 3. Okay. Complete. Up. Okay. You can see his. Tu peux voir sa deuxième paupière. You're turning them, right? Protection underwater. So they can see. En fait, comme ça, ils peuvent voir sous l'eau. Il est temps de quitter Chris et Vince qui vont poursuivre leur inventaire de la faune. Francis Le Guen a décidé de mener l'équipe à l'extrémité sud du delta, là où l'eau disparaît totalement. Il va retrouver son ami Randall Moore à la réserve d'Abu Camp. Celui-ci a promis une surprise de taille. Cette région de l'Okavango est essentiellement composée de savanes, un paysage très sec où les mares d'eau se font rares. C'est le territoire des grands fauves et de la faune africaine telle qu'on l'imagine. Randall Moore est un personnage truculent qui vit dans le delta depuis 20 ans. Il a deux passions, les cigares et les éléphants. Les bateaux ont fait place aux 4x4 surélevés et l'expédition prend des allures de safari. Randall a développé un programme de réintroduction d'éléphants captifs à la vie sauvage. Ces protégés se rafraîchissent chaque jour à l'endroit même où les eaux du delta disparaissent. Les éléphants, comme d'autres animaux, sont à l'aise dans l'eau, non? C'est surtout qu'ils adorent l'eau. Jouer dans l'eau, la boire, l'eau représente tout pour eux. Quand il pleut, ça les rend dingues aussi d'ailleurs. Ils adorent l'eau. Espérons que ces nuages vont disparaître et que ça va se réchauffer un peu. Et alors là, ils vont s'en donner à cœur joie aujourd'hui.
René Euzet ne veut pas manquer cette occasion unique de filmer les éléphants sous l'eau, malgré les risques que cela comporte. C'est trop bon parce que tu as le challenge en disant jusqu'où je peux m'approcher sans qu'il m'écrase en gros, c'est ça. Je pense que ça c'est des moments inoubliables pour moi, quoi. C'est une petite femelle très douce. Ah, ok. Si vous êtes prêts, on continue. Ici, aux portes du désert du Kalahari, la saison sèche s'annonce. Le ver se meurt lentement dans l'ocre jaune. Les dernières mares rétrécissent et la rivière se fait taire. Les oiseaux d'eau vont bientôt prendre leur envol. Mais il est déjà trop tard pour ces poissons-chats, destinés à périr d'asphyxie. Les animaux vont devoir trouver d'autres sources d'eau pour survivre. C'est le début d'une longue transhumance. Une partie des eaux de l'Okavango s'évapore dans l'atmosphère. Mais que devient l'eau qui disparaît dans les profondeurs de la Terre? La réponse se trouve peut-être en Namibie, dans le prolongement de la faille qui passe sous le delta, de l'autre côté de la frontière avec le Botswana. Alors, numéro de passeport. C'est vrai qu'au milieu de nulle part, on a perdu un peu l'habitude des formalités. Et ça, c'est un poste frontière pour le moins surprenant.
Cette nuit, le campement sera installé près d'un village bushman. Ici, il ne pleut qu'une fois par an. Alors il ne pleut que quelques jours par an? Oui, oui, seulement quelques jours. Et nous sommes là. Je voulais vous parler de l'eau en Afrique. Je crois que c'est un bon début. Et l'eau ne va pas rester longtemps en surface et on va la suivre jusqu'au fond de la terre. Si on y arrive. Ces Bushmen appartiennent à l'ethnie des San, le plus ancien peuple d'Afrique. Ces populations sont les seules à survivre dans ce désert. Ils ont réussi à conserver un rapport exceptionnel à la nature et se sont adaptés à un environnement des plus hostiles. Ce court séjour parmi les San a été pour moi une leçon de vie. Ils vivent dans un dénuement aussi extrême que leur humanité. J'ai ressenti parmi eux une paix profonde, loin des clichés des documentaristes en mal d'exotisme. Ici, des traces de modernité se marient avec un savoir venu du fond des temps. Leur langue surtout étonne. Des plus élaborées, elle comporte 4 sons en clic, imprononçables pour nos langues occidentales. Et la fumée ne facilite pas l'apprentissage. Les San sont des chasseurs-cueilleurs, connus pour leur technique d'approche. Ils utilisent des flèches empoisonnées dont la toxine provient de l'estomac de larves qui colonisent les racines de certains arbres. Ce poison est si puissant qu'il peut même immobiliser les plus gros animaux. Tu peux demander au chef comment vous réussissez à trouver l'eau maintenant, car c'est une denrée rare ici. Depuis quelques années, c'est un peu plus facile. Le gouvernement a installé une pompe au village. Le problème, c'est qu'elle est souvent cassée. Alors on utilise les méthodes traditionnelles. On fait comme avant. On peut vous montrer si vous voulez. Ok, on y va? Francis réussit à les convaincre de l'emmener sur leur territoire de chasse. C'est là que les San trouvent l'eau. Ce camp-là est juste à côté d'un point d'eau qu'on va aller voir. Des points d'eau qui sont parfois détruits par les éléphants. Et à ce moment-là, les San sont obligés de retrouver les techniques traditionnelles de recherche d'eau. Et donc ils savent la sentir, la rechercher. Ils ont le sens perdu pour nous de la sorcellerie. Ce sont des sourciers nés, comme les éléphants d'ailleurs. Il n'y a plus rien qui sort de la pompe. Mais c'est un instrument magique, quand elle fonctionne. Ce sont les éléphants qui l'ont poussé? Oui, ce sont eux. 1 ou 2 éléphants l'ont poussé. Mais quand ils ont vu que la pompe était toujours là, ils ont laissé le panneau solaire de côté, ils ont arraché la pompe et l'ont jeté là-bas. On y va.
Je sais pas si on va trouver de l'eau, mais en tout cas, c'est très sec. Les Bushmen ont appris à vivre dans des conditions extrêmes. Ils savent exploiter la moindre ressource. Cette racine, par exemple, leur permet d'étancher la soif. Dans le calcaire, en fait. C'est une source. C'est une source, on est juste sur un plateau calcaire. Et ça, c'est une forme caractéristique de source. En fait, ça descend profondément sous terre. C'est comme ça que dans l'ancien temps, ils allaient d'un point à un autre, d'un point d'eau à un autre. Et ils les connaissaient tous. Ils allaient même plus loin puisqu'ils étaient capables d'en découvrir de nouveau en creusant simplement dans le lit de rivière asséchée jusqu'à trouver ce fluide vital qui en l'occurrence ressemble à du café. Le chef explique alors à Francis que tout le monde au village est convaincu que c'est la venue de l'équipe qui a libéré l'eau du ciel. Les étrangers ont apporté la pluie de leur pays. C'est un bon présage pour les Bushmen. Il faudra qu'on revienne. Je me suis laissé entraîner par cette langue des origines, loin dans le temps à la recherche de l'eau perdue. Et vers l'eau plus étrange encore du lac Guinness, au cœur de la Namibie. Ce gouffre géant, sondé à plus de 120 mètres, attend les plongeurs. Résultant de l'effondrement du plafond calcaire d'une grotte, il n'est que la partie visible d'un réseau de galeries noyées qui se perdent dans les profondeurs. Les plongeurs pénètrent alors dans un monde à l'envers, étrange et fascinant. Au milieu des bancs de poissons, Francis découvre des stalactites, filons métalliques sculptés par l'eau acide. Les spéléonautes progressent véritablement en terre inconnue. Des bulles d'air piégées sous la voûte ressemblent à du mercure, défiant les lois de la gravité. Dans le faisceau des lampes de plongée, les parois englouties semblent recouvertes de métal précieux, alors que l'extérieur du gouffre est constitué de roches calcaires. C'est une plongée dans un autre monde. Ici, rien ne ressemble à ce que l'on a déjà vu. La faune n'est pas en reste. Dans ce lac vit une espèce unique de cyclidés, lointain cousin de celui du lac Malawi. Comment est-il parvenu là ? Je repense alors à la rivière souterraine de Mr. Break au Malawi. Ce fleuve noir et secret venu d'au-delà du Tanganyika coulant sous les sables de l'Afrique australe. Trop beau pour être vrai? S'agirait-il d'un de ces mythes fondateurs finalement assez courants dans le monde? Et s'il y avait un fond de vérité? Et si la faille continuait encore plus à l'ouest? Ne pourrait-elle pas alimenter cet aquifère important?
Aurions-nous découvert l'eau perdue, la face cachée de l'Okavango, l'or bleu sous les sables? Une réserve d'eau qui semble inépuisable et éternelle, à l'image du poisson fossile. Mais pour combien de temps encore? Qui sait ce que le rift prépare en secret dans les profondeurs de l'Afrique? Même si nous ne serons pas là pour le voir, il me plaît d'imaginer la forme que prendrait le berceau de l'humanité dans quelques millions d'années, faisant naître en son sein une nouvelle Méditerranée. Combien de gouffres merveilles reste-t-il à découvrir ici? C'est sûr, nous reviendrons en Namibie. Une autre expédition, un autre voyage, peut-être.